quelques instants pour voir s'il y a des questions supplémentaires. N'hésitez pas à répondre au sondage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour ça. Il est 13 h. Donc d'abord, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Bon, bah, écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions supplémentaires. Je vais quand même vérifier. On a été très contents d'animer ensemble ce Ok, super, on entend bien, parfait. Merci Laurent. Puis, donc voilà, bienvenue à ce webinaire sur la thérapie laser. Donc c'est la première partie d'une série de 4 webconférences. Donc moi, je suis Dr François Anne-Christine, je suis diplômée de Liège de 2011 et puis j'ai suivi un DE en cinésiologie, physiothérapie et rééducation fonctionnelle à Maison-Alfort en 2016-2017. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'utilise principalement le laser. Je travaille du coup en Belgique, je suis belge pour ceux qui l'entendraient via l'accent. Et donc voilà, c'est la première fois pour moi que je fais une webconférence, donc je suis bizarrement pas très à mon aise à l'idée de parler à mon ordinateur. Donc soyez tolérants avec moi, je vais essayer de faire au mieux. Je vois en fait le petit chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y aura une phase en fait, on va discuter ensemble. Je vais vous présenter mon PowerPoint pendant à peu près 45 minutes et puis on aura un quart d'heure de questions. Donc, vous pouvez éventuellement les garder pour la fin de la séance. Maintenant, si vous avez vraiment quelque chose que vous avez besoin de savoir et qui vous empêche de bien tout comprendre, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer de rester attentive. Donc, voilà, donc comme je vous le disais, c'est la première partie d'une série de 4 webconférences. Donc aujourd'hui, on va parler donc, de la théorie sur le laser lui-même, des applications pratiques et de comment l'intégrer dans votre quotidien. La deuxième webconférence parlera vraiment des applications cliniques chez les animaux de compagnie. La troisième webconférence abordera l'utilisation du laser justement en rééducation et en médecine sportive canine. Et puis, la dernière partie, la quatrième webconférence, portera sur les NAC, les chevaux et les animaux de production. Voilà, donc on va commencer cette première partie. Donc la table des matières, on va d'abord évidemment aborder un petit peu de théorie. Je vais essayer de ne pas être trop longue là-dessus, mais d'être suffisamment claire, parce qu'une fois que cette théorie est bien comprise, face à un cas clinique qu'on n'aura pas abordé, vous pourrez en fait tout simplement par vous-même, en réfléchissant à comment fonctionne le laser, vous dire tiens, est-ce que oui ou non je peux tenter une thérapie laser sur cette pathologie ou sur ce cas clinique. Donc ensuite, on verra évidemment des applications pratiques. Et puis, on intégrera, j'essaierai de vous donner des pistes d'intégration au sein de votre structure. Et là, je pense qu'il y aura du coup pas mal de choses à échanger ensemble. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Donc, la théorie à propos de la thérapie laser. Donc, en fait, la thérapie laser utilise l'énergie des photons pour créer des changements biochimiques et physiologiques au sein des tissus cibles. Donc, comme définition, on pourrait dire que c'est une thérapie par la lumière qui permet d'obtenir divers effets thérapeutiques bénéfiques, incluant, mais non limités à, un effet anti-inflammatoire et analgésique, une immunomodulation et la promotion de la guérison des plaies ainsi que la régénération des tissus. Donc, je vous ai à chaque fois remis en parenthèse les sources que vous pouvez aller consulter pour aller justement chercher les infos qui sont dans ce PowerPoint. Et voilà. Donc, cette lumière, elle est émise via un processus d'amplification optique basé sur une émission stimulée de la radiation électromagnétique. Enfin, c'est un petit peu un long discours pour vous dire qu'en fait, on amplifie la lumière et c'est comme ça qu'on peut créer cette lumière laser. On utilise de plus en plus le terme photobiomodulation, donc qui sera abrégé dans ces webconférences par le terme PBM. C'est donc un terme plus précis parce qu'il permet vraiment de distinguer la thérapie par photobiomodulation des nombreuses thérapies qui utilisent uniquement en fait la chaleur de la lumière. Ici, on va vraiment utiliser des propriétés de la lumière et pas que la chaleur. Donc voilà, ce terme est peut-être plus juste encore que le terme laser. Donc, on va utiliser la lumière rouge et proche
proche infrarouge, pardon, afin de créer des effets sur les tissus ciblés. Et cette photo, on peut même parler de photo biorégénération lorsqu'on utilise le laser avec des thérapies régénératives comme le plasma enrichi en plaquettes, le PRP, ou les cellules souches. Bon, cette lumière, évidemment, elle va créer des effets sur le vivant, et ça, on l'expérimente au quotidien, ne fût-ce que par la photosynthèse ou même en été, lorsqu'on bronze, effectivement, la lumière qui vient stimuler la production de mélanocytes. Donc, effectivement, on sait que cette lumière peut avoir un effet sur les tissus. Alors ici, c'est encore une petite partie peut-être un petit peu rébarbative, mais qui est importante pour vous permettre de créer à un moment donné des protocoles. Donc la première définition, c'est celle de l'énergie. Donc ça, c'est la quantité de photons émise par le laser et elle s'exprime en joules. Ensuite, vous avez la puissance de votre laser, ce qui est aussi important à connaître. Donc c'est l'énergie sur le temps, donc ce sont des joules par seconde qui s'expriment aussi en watts. Et donc, la puissance ne détermine pas la profondeur de pénétration, ça c'est fonction de la longueur d'onde, attention, mais elle détermine en fait le nombre de photons atteignant la profondeur à laquelle la longueur d'onde particulière peut pénétrer dans un tissu particulier, et ça dans un laps de temps déterminé. Donc ça, c'est aussi donc une notion importante. C'est pas parce que vous mettez de plus en plus de puissance que vous allez être plus profond, ça on va voir, c'est bien la longueur d'onde qui nous permet de déterminer la profondeur des tissus atteints. La quantité d'énergie thérapeutique, ça c'est la puissance donc délivrée par votre laser en joules par seconde fois le temps de votre traitement. Et alors la dose thérapeutique qu'on peut aussi appeler fluence, ça c'est une notion quand même vraiment importante, c'est la puissance fois le temps sur l'aire de traitement. Donc on arrive à une unité qui sont des joules par centimètre carré. Et en fait, il faut savoir que les effets biologiques du laser s'observent dès 5 à 10 joules par centimètre carré. Il faut savoir qu'au tout début de l'aventure du laser, donc on est dans les années 1960, donc il y a un professeur en chirurgie à Budapest qui voulait utiliser le laser pour combattre les cellules cancéreuses. Donc il a fait de nombreux essais sur des cultures cellulaires et sur des rats. Et il s'est rendu compte que donc en dessous d'une certaine dose, donc en dessous de 10 joules par centimètre carré, on avait tendance à justement stimuler, on va dire, les cellules, donc elles se multipliaient. Par contre, au-delà de 10 joules par centimètre carré, il y avait plutôt un phénomène d'inhibition des cellules, et ces observations ont permis plus tard d'avoir la loi d'Ernst-Schulz, désolée pour les prononciations, et donc qui s'applique sur la dose. Donc des doses faibles stimulent les processus physiologiques et des doses trop hautes vont les freiner, voire les inhiber. Et donc l'irradiance, c'est donc la puissance reçue par unité de surface, ce sont des watts par centimètre carré. Donc pourquoi cette dose thérapeutique est importante? C'est parce qu'il faudrait essayer effectivement, globalement, de se situer au niveau du tissu cible entre 5 à 10 joules par centimètre carré. Parfois, évidemment, on va peut-être devoir mettre on va devoir effectivement, vous allez voir, il y a peut-être certains protocoles où on augmente peut-être le nombre de joules. Ça, c'est probablement dû à la masse de tissu ou éventuellement à la couleur de la peau, etc. On va y revenir. Alors, le spectre électromagnétique, ça, normalement, c'est une notion qu'on a vue il y a très très longtemps à l'école, où on nous explique que c'est l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence et longueur d'onde d'énergie. La lumière visible, elle se situe de plus ou moins 380 à 400 nanomètres, donc on est plutôt dans le violet, jusqu'à 700 à 780 nanomètres, plutôt à ce moment-là dans le rouge. En deçà et au-deçà de ça, de ces nanomètres-là, de ces longueurs d'onde-là, on n'est pas capable de voir la lumière, en tout cas nous les humains. Il faut savoir que les lasers thérapeutiques, eux, ils émettent dans une gamme de lumière qui va de 620 nanomètres, donc du rouge, à 1200 nanomètres, l'infrarouge. Et pour obtenir une pénétration optimale dans les tissus, il est nécessaire d'avoir des longueurs d'onde qui minimisent certains phénomènes physiques de
de diffusion de la lumière, donc effectivement la diffusion et la réflexion à la surface des tissus, et leur absorption aussi par des chromophores indésirables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chromophore? C'est une molécule qui est en fait capable d'absorber les photons. On retrouve la chlorophylle, l'hémoglobine, l'eau, la cytochrome C oxydase, on en parlera, c'est une unité qui se trouve sur la membrane interne des mitochondries. Alors, à 600-800 nanomètres, une bonne proportion de l'énergie des photons est absorbée par la mélanine, l'hémoglobine et l'oxyhémoglobine. Donc, ces longueurs d'onde, en fait, elles vont permettre de traiter des zones plutôt superficielles. À 1100-1200 nanomètres, l'énergie des photons est absorbée majoritairement par l'eau. Il n'est plus alors possible d'engendrer de réponses biologiques, biochimiques ou physiologiques, parce que je rappelle qu'on est composé en majorité d'eau. Et donc, on se rend compte qu'on a une notion un petit peu de fenêtre thérapeutique qui se situe entre justement 800 et 1000 nanomètres. Dans cette fenêtre thérapeutique, donc entre ces deux longueurs d'onde-là, la lumière peut vraiment pénétrer dans les tissus. Et donc, on va avoir une possibilité de traiter les cellules plus profondément parce que, à ce moment-là, les chromophores cellulaires absorbent la lumière comme la cytochrome C oxydase, mais plus les autres chromophores qui sont situés, entre guillemets, plus superficiellement, et donc la lumière peut pénétrer dans les tissus. C'est ce qui est expliqué dans le schéma de droite, dans lequel vous avez donc les absorptions, les schémas d'absorption, vous voyez des protéines, de la mélanine, HB, c'est évidemment l'hémoglobine. HbO2, c'est l'oxyhémoglobine, vous avez l'eau. Et donc, vous avez la représentation de cette fenêtre thérapeutique sur le graphique. Et donc, sur le schéma ici de droite, vous observez donc les différentes couches de la peau. Depuis le stratum corneum, donc la couche cornée, jusqu'à l'hypoderme. Et on remarque que justement, pour que la lumière puisse pénétrer jusque dans l'hypoderme et au-delà, on voit que effectivement, il faut se situer idéalement dans une gamme qui va de 600 jusqu'à 1100, on va dire, nanomètres. Et là, à ce moment-là, on voit que 21%, par exemple, entre 700 et 800 nanomètres, on voit que 21% de la lumière émise se retrouve dans l'hypoderme. Donc, on a quand même déjà une forte déperdition au niveau de la peau. Et donc, ce qui veut dire qu'effectivement, cette fenêtre thérapeutique dont on vient de parler, on va dire de 800 à 1100 nanomètres, c'est vraiment l'idéal pour que la lumière puisse pénétrer dans les tissus. Cela dit, du coup, à 600 nanomètres, on a un vrai effet sur la peau et sur les couches plus superficielles de la peau. Sur le schéma de droite, on reprend en fait effectivement les différents schémas d'absorption des principaux chromophores de l'organisme et on remarque que les barres verticales, ce sont en fait les longueurs d'onde que vous pouvez trouver classiquement dans les lasers. Ici, évidemment, je me suis inspirée d'un schéma de manomédical. Et donc, on voit qu'effectivement, dans le laser, on a des longueurs d'onde qui se trouvent dans cette fenêtre thérapeutique, évidemment. Tout ça pour dire que pour les longueurs d'onde, par exemple de 660 nanomètres, on va avoir un bel effet sur la peau. Et puis au-delà, à partir de 800 nanomètres, on va commencer à pénétrer plus profondément dans les tissus. Donc ça peut déjà vous donner une idée, voilà, pour utiliser correctement les longueurs d'onde de votre laser. Cela dit, étant donné que le laser n'a pas d'effet délétère sur les tissus sains, même si vous voulez pénétrer plus profondément dans la peau, vous n'êtes pas obligé de supprimer la longueur d'onde ou de l'enlever, la longueur d'onde 660, vous pouvez la garder, ce n'est pas un problème. Alors, un autre point important à aborder, ce sont les modes d'émission de la lumière. Donc, le laser peut émettre la lumière de manière continue. Donc, pendant le temps d'activité du laser, la lumière, elle est produite de manière constante, ce qui est équivalent au premier schéma, donc en haut à droite. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir une lumière pulsée et superpulsée. Bien, là, évidemment, on introduit la notion de fréquence et donc les hertz. Il y a donc une interruption de l'émission de lumière. Quelque part, ce sont des espèces de cycles on-off avec 50% du temps on et 50% du temps off.
Ça n'affecte pas la pénétration au sein des tissus, mais effectivement, ça peut parfois diminuer effectivement la quantité de joules administrées, entre guillemets, de laisser des temps de repos au tissu. Et puis, vous avez le mode pulsé, c'est l'image du milieu. Et puis, vous avez enfin le mode super pulsé, où vous avez des temps d'émission extrêmement courts. Et donc, la puissance moyenne est relativement plus faible. Et donc, il y a des intervalles de temps, voilà. Et entre les phases, on a des petits moments, entre guillemets, de on. Alors, en quoi ces modes d'émission sont importants? Donc, en fait, on s'est rendu compte que les tissus répondaient différemment en fonction justement de ce mode d'émission, s'il était constant, à faible fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence ou superpulsé. Et donc, il y a l'université d'Harvard qui s'est penchée sur la question et ils ont produit une méta-analyse. Donc, ils ont parcouru la littérature depuis les années 1970 à 2010 et ils ont essayé de combiner tout ça et ils en sont arrivés à deux conclusions. La première, c'est qu'effectivement, donc les différents tissus répondent mieux à différentes fréquences. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi et on ne sait pas quelles fréquences sont les meilleures pour certains tissus. Il n'y a pas de fréquence unique qui soit optimale pour toutes les conditions. Donc, je vais prendre un exemple. On va prendre, je sais pas moi, les cellules... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Des fibroblastes, eh bien, ils vont bien répondre à une certaine fréquence. Par contre, si vous avez vos fibroblastes qui sont donc dans du tissu, par exemple, tendineux, et que ce tissu tendineux est inflammé, parce que suite à une tendinite, etc., eh bien, ces fibroblastes ne vont plus répondre de la même façon à la fréquence initiale, donc de quand ils allaient bien. Donc, en fonction de si la cellule est dans un état inflammatoire, dans un environnement particulier, eh bien, les fréquences et le mode d'émission va changer. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore très bien, tiens, pour telle cellule, dans telle condition, ou pour tel tissu, dans quelles conditions, c'est cette fréquence-là la meilleure. Donc, ça... vous verrez que dans les lasers, entre guillemets, du commerce, vous avez des programmes qui sont tout faits, qui sont généralement bien faits, et vous avez donc des variations de ces modes continus et pulsés afin justement d'essayer de cibler la totalité des cellules et des tissus. Alors, le principe de base de la photobiomodulation, et ses effets sur les cellules et les tissus. Donc, savoir qu'en 1971, donc ce même professeur qui a d'abord utilisé le laser médicalement, il a essayé, il a mis une dose de 1 joule par centimètre carré sur des souris, sur un modèle donc, de plaies cutanées et de brûlures, et il a vu une stimulation significative de la guérison des plaies. Et puis, du coup, il a fait plusieurs tests avec des doses thérapeutiques différentes, allant de 0,05 joules par centimètre carré à 4 joules par centimètre carré. Et ça sur des tests in vitro sur les animaux. Et on se retrouve effectivement avec une validation de ces doses-là. Donc, on a une revue de la littérature sur les effets de la thérapie laser, sur la prolifération de cellules en culture. Et effectivement, des doses de 0,5 à 4 joules par centimètre carré, avec un spectre visible allant de 600 à 700 nanomètres, amélioraient le taux de prolifération de diverses lignées cellulaires. Bon, là, on est quand même toujours plutôt en surface, on va dire. Et alors, donc, on a une autre revue de la littérature sur des études là, ce coup-ci in vivo, donc chez des rats et des souris, sur la cicatrisation des plaies, qui a révélé que l'utilisation de longueurs d'onde rouge ou proche infrarouge, ce qu'on a donc dans nos lasers, à une gamme de fluence avec une médiane de 4,2 joules par centimètre carré, on a une amélioration significative donc de la cicatrisation de ces plaies. Et puis, donc, il y a eu de nombreuses expériences, évidemment, qui ont confirmé la validité de ces paramètres originaux, donc au départ de Mester, donc ce premier utilisateur de la thérapie laser. Mais ça, c'est vraiment pour des applications superficielles. Il faut savoir qu'il y a des cliniciens qui ont du coup utilisé ce même nombre de joules par centimètre carré pour traiter des structures situées plus profondément dans le corps. Et du coup, les résultats ont été plutôt négatifs et peu probants. Et ça a mené à la publication de beaucoup d'études dont les résultats en fait sont plutôt en défaveur du laser, mais en fait leur problème c'était que leur dosage n'était pas correct pour atteindre des tissus plus profonds.
Donc, toutes ces remarques préliminaires, évidemment, ça a été fait sur des blessures ou sur des cellules de peau. Alors, comment ça fonctionne? Quel est le mécanisme d'action? Donc, on a dit qu'on avait des chromophores qui étaient capables d'absorber la lumière. On a deux de ces complexes protéiques qui constituent en fait la chaîne de transport d'électrons, qui contiennent donc des photoaccepteurs. On a la NADH déhydrogénase et la cytochrome C oxydase. Donc, la NADH déhydrogénase, elle est située dans le complexe 1. Elle absorbe la lumière plutôt dans le violet et le bleu. Et notre fameuse cytochrome C oxydase, et c'est elle qui nous intéresse, elle est située dans le complexe 4 de la chaîne de transport des électrons et elle absorbe donc la lumière dans le rouge et le proche infrarouge. Donc, c'est effectivement sur elle qu'on va avoir un effet et pas que sur elle. Donc, lorsqu'on va justement mettre la lumière laser, on va avoir une excitation de cette cytochrome C oxydase qui va conduire à plusieurs choses. Un, une accélération des réactions de transfert d'électrons dans les mitochondries. Une augmentation de 3 molécules aussi de la signalisation. Donc, on a l'adénosine triphosphate. Donc, ça fait déjà un petit moment, vous voyez, dans les années 80, on a Passarella, donc, qui a bien démontré que l'irradiation de mitochondries isolées du foie de rat avec donc, une longueur d'onde de 632,8 nanomètres augmentait entre autres la synthèse d'ATP. Donc, effectivement, on se rend compte que quand on met de la lumière laser sur une cellule, on va avoir une augmentation de la production d'ATP. Ils ont refait ce genre d'expérience pour différents types cellulaires et ils en sont arrivés à la même conclusion. Donc, on a une synthèse accrue de l'ATP. Et donc, cette augmentation de l'ATP cellulaire et donc du métabolisme en fait de la cellule a des effets évidemment bénéfiques sur les cellules et sur les tissus blessés ou malades dans lesquels le métabolisme cellulaire était inhibé. Donc, quelque part, le laser permet de remettre en route le métabolisme de la cellule. Ensuite, on va avoir les espèces réactives à l'oxygène, donc ce qu'on va appeler les ROS. Et en fait, à petite concentration, ces molécules ont des effets bénéfiques. On sait qu'à forte concentration, on est bien d'accord que non, mais à petite concentration, oui. Elles vont favoriser la prolifération cellulaire, induire une différenciation neuronale, protéger les cellules cardiaques et constituer des molécules de signalisation importantes pour l'expression des gènes, la croissance cellulaire et l'activation des facteurs de transcription. Ensuite, on a aussi des effets sur l'oxyde nitrique, donc le NO. Donc, savoir que ce NO inhibe en fait la respiration mitochondriale par sa liaison compétitive avec l'oxygène. Donc, en gros, au niveau de la mitochondrie, il se met à la place de l'oxygène et donc on a la chaîne de transfert d'électrons qui est arrêtée et un défaut d'oxygénation de la cellule. Et donc, il a été prouvé que la lumière proche infrarouge peut dissocier ce NO de la cytochrome C oxydase, ce qui va entraîner une augmentation de liaison de l'oxygène et donc une augmentation de la respiration cellulaire. Et alors, le NO, une fois libre, il a des effets bénéfiques comme le soulagement de la douleur, la résolution de l'œdème, l'amélioration du drainage lymphatique et il va aussi améliorer la cicatrisation via en fait l'angiogénèse et la vasodilatation qu'il induit. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences de ce mécanisme d'action? Donc, on va avoir des modifications au niveau de l'expression des gènes. Donc, la lumière rouge augmente, donc il a été prouvé que la lumière rouge augmentait donc l'expression d'un certain nombre de facteurs de croissance par les cellules et ça in vitro, y compris par exemple l'IGF, l'insuline growth factor. On a des modifications au niveau des organites cellulaires. Donc, on a une augmentation de la phosphorylation oxydative et de la consommation d'oxygène au niveau mitochondrial, ça on vient d'en parler. On a donc des modifications au niveau cellulaire avec une augmentation du métabolisme, de la prolifération, de la migration au niveau cellulaire. Donc, on a entre guillemets un effet, ce que je vais appeler provital, ainsi que l'augmentation de la synthèse et de la sécrétion de protéines.
Et donc tout ça, évidemment, a des applications assez importantes, tout ce qui est traitement des tendinopathies et cicatrisation des plaies, hein, avec cette augmentation de la prolifération et de la migration cellulaire sur les sites de lésions. Et des études in vitro ont démontré l'effet provital de la photobiomodulation sur divers types de cellules humaines et animales, notamment les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules endothéliales, les lymphocytes, les cellules musculaires et aussi des cellules souches. Enfin, dernier niveau, les modifications au niveau des grands systèmes. Donc, on va voir en gros, on va favoriser donc la cicatrisation des plaies, résoudre l'inflammation et traiter la douleur. Donc, au niveau de la cicatrisation des plaies, vous savez qu'il y a différentes phases. Hein, la phase 1 qui est la phase inflammatoire et détersive. Donc, elle est vraiment accélérée via la modulation de la réponse inflammatoire, la stimulation de l'activité phagocytaire des macrophages et des PMN et l'augmentation de l'expression de certains facteurs de croissance. Donc, le laser permet d'accélérer cette phase inflammatoire. Au niveau de la phase proliférative, le laser aide à la formation du tissu de granulation via l'augmentation de la prolifération des fibroblastes, l'augmentation de l'activité de synthèse du collagène. Il y a une amélioration de la néoangiogénèse locale. On va avoir une aide à l'épithélialisation via une stimulation de la prolifération et de la mobilité des kératinocytes. Et enfin, une aide à la contraction, donc le rapprochement des bords des plaies via une augmentation des myofibroblastes. Ensuite, il y a pas mal d'études qui prouvent que dans la phase de remodelage, il y a aussi un impact bénéfique du laser, mais on n'a pas encore réussi à expliquer les mécanismes de cette amélioration de la phase de remodelage. Ça, c'est déjà une première chose donc, à tenir en tête. Le laser, vous l'utilisez sur tout type de plaie. Au niveau de la diminution de l'inflammation, on va donc avoir une diminution en fait du nombre de PMN sur le site inflammatoire et une stimulation de leur action phagocytaire ainsi que celle des macrophages. On va avoir une diminution de la concentration de cytokines pro-inflammatoires, une diminution du taux de prostaglandine E2 qui sont celles, rappelez-vous, qui sont donc effectivement responsables de la douleur et de l'inflammation. Et une vasodilatation, ce qui va augmenter la microcirculation et la dilatation des vaisseaux lymphatiques. Donc là, on va avoir un effet anti-œdème et une meilleure élimination des déchets et des résidus acides. Donc effectivement, votre laser, vous allez pouvoir aussi l'utiliser sur tout type d'inflammation, hein, que ce soit... Alors, trop de stimulation pour les kéloïdes. Alors, en soi, en passant une fois, je vois dans les questions, donc on me demande si en stimulant trop, on pourrait avoir des kéloïdes. Alors, moi, sur les chiens, j'en ai jamais eu, même en passant mon laser tous les jours. Maintenant, par exemple, sur les chevaux qui sont assez sujets à en faire, à nouveau, j'ai déjà utilisé mon laser tous les jours sur ce type de plaie, donc en faisant une fois par jour, je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible, improbable. Ça, à ce moment-là, c'est peut-être qu'on aurait peut-être mis un nombre de joules trop important. Vous verrez sur les lasers, vous avez des protocoles justement pour les plaies et on vous demande la longueur ou la surface de la plaie. Donc ça, effectivement, il faut respecter. Il ne faut pas toujours se dire, je vais mettre entre guillemets plein pot mon laser. Comme ça va guérir plus vite. Donc tout ça a été bien calculé pour permettre d'avoir des effets positifs sans qu'ils ne soient négatifs. Donc s'il y a jamais des questions, n'hésitez pas. Voilà, avec plaisir, Christophe. C'est bien parce que du coup, je vois que, enfin voilà, ça me faisait bizarre jusque-là de parler à mon ordinateur, donc c'est chouette d'avoir des échanges. Soit je continue. En termes d'analgésie, là, on a quand même aussi plusieurs effets du laser. Il va avoir un effet sur la transduction du stimuli par les nocicepteurs. Donc, pour rappel, la transduction, c'est l'étape numéro 1. C'est entre guillemets la transformation de l'information, par exemple mécanique si c'est un coup, si la douleur, le stimulus est un coup, en information électrique. Donc, la transduction, c'est la transformation du message de douleur initiale en message électrique qui va être captable par le système nerveux. Et là, en fait, il a été prouvé que la lumière du laser relevait les potentiels d'action des terminaisons nerveuses endommagées, ce qui va rendre leur dépolarisation plus difficile. Donc, en gros,
si on met effectivement du laser à l'endroit où on a eu la douleur, eh bien, les potentiels d'action de ces cellules vont être augmentés, donc elles n'auront plus l'occasion d'être dépolarisées et donc d'envoyer le message de la douleur jusqu'au cerveau. On a aussi donc une action sur la transmission de l'influx nociceptif. Donc la transmission, effectivement, c'est le long des nerfs jusqu'à la moelle ou jusqu'au cerveau. Donc le laser semble ralentir en fait la conductibilité de l'influx douloureux. Et donc, ainsi, il va diminuer l'intégration des messages nociceptifs au sein de la moelle épinière. Et il semble également agir en aval de la moelle épinière au niveau de la transmission synaptique du message douloureux. En fait, il diminue la libération au niveau de la synapse de la substance P, qui est le principal médiateur de la douleur. Et donc, effectivement, si on a moins de substance P qui est libérée, eh bien, on aura moins du côté postsynaptique et donc le message ne pourra pas, ou moins, entre guillemets, être transmis de nerf en nerf jusqu'au cerveau. Et donc, il a une action aussi sur la modulation de l'influx nerveux. Donc, il faut savoir que le laser provoque une réponse type un peu opioïde. Donc, il crée une augmentation significative du taux d'endorphine dans le sang. D'autre part, le rayonnement laser agit préférentiellement sur certaines fibres nerveuses, ce qui provoque des effets inhibiteurs sur les neurones activés par les stimuli nociceptifs. En fait, c'est un peu... c'est ce qu'on appelle le gate control. Vous savez, quand on se cogne le coude, on frotte son coude et on n'a plus mal. En fait, ce qui se passe, c'est que les fibres qui captent le message du frottement sont plus rapides que celles qui captent le message du coup. Donc, une fois que vous avez donné votre coup, vous frottez tout de suite après. Et le message du frottement va être plus rapide que le message du coup. Donc, c'est le message du frottement qui va être traité par votre cerveau. Et votre cerveau va quelque part mettre de côté l'information du coup parce qu'il en aura déjà reçu une, celle du frottement, et va traiter cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'entre guillemets, on a moins mal. C'est pas vraiment qu'en frottant, on supprime la douleur, c'est qu'on envoie à notre cerveau un autre message. Donc ça, le laser est capable de faire. En fait, il envoie des infos sur des fibres plus rapides. Et donc, le cerveau va traiter l'information de ces fibres plus rapides et mettre de côté l'information douloureuse. Alors, les applications pratiques de la thérapie laser, c'est vraiment un outil du quotidien. J'ai encore pensé à vous et à cette webconférence hier soir parce que quand je suis allée voir un de mes chiens, il avait sa petite patte tenue comme ça en l'air et effectivement, il s'était fait une plaie. Je lui ai fait un coup de laser. Bizarrement, il a reposé déjà après. La partie antidouleur, l'effet analgésique du laser est assez rapide, donc on a quand même assez vite des effets. Alors donc, la technique d'application du laser. Il faut bien vous dire que si au bout de 2-3 séances, vous n'avez pas les réponses escomptées, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on a oublié, ou un souci de diagnostic, ou un mauvais geste qu'on a fait avec le laser. Donc, on peut éventuellement avoir administré la dose à un mauvais tissu. On peut avoir mal posé le diagnostic. Ça, c'est vraiment un point important. Il faut toujours un diagnostic correct et une identification de tous les tissus touchés. C'est vraiment impératif. Par exemple, si vous avez un animal, bah oui, qui a des douleurs de dos ou une douleur à un membre, par exemple, il faut vraiment faire la radio pour être sûr que ce ne soit pas, par exemple, un processus tumoral. Parce qu'on l'a dit, le laser a tendance à stimuler la prolifération des cellules. Donc, évidemment, sur un processus tumoral, ce n'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc, il faut toujours bien poser le diagnostic. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et enfin, troisième raison pour laquelle votre protocole, vous pourriez ne pas avoir de réponse. Peut-on soulager? Alors, on me demande si on peut soulager des douleurs ou des contractures musculaires. Oui, vraiment, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. J'aurais dû prendre près de moi, mais par exemple, sur le laser de manomédical, vous avez une petite tête avec une boule de massage ronde. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour les contractures musculaires. Moi, je le fais très souvent. À la maison, on a pas mal de... On a des chiens de sport et donc on a souvent l'occasion de l'utiliser. Et moi, donc effectivement, au sein d'Altervet, moi je fais plus que de la rééducation. On l'utilise vraiment sur les douleurs, contractures musculaires. Il faut vraiment pas hésiter. Et bon, je ne devrais pas le dire. Moi, je le fais aussi souvent sur moi. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne. Ensuite, j'ai Seb qui me demande
l'intérêt du laser en post-op d'hernie discale, vous avez effectivement son effet anti-inflammatoire qui est non négligeable, son effet anti-œdème, mais surtout le laser, via ses propriétés de prolifération cellulaire, a aussi des effets de guérison neuronale. Et donc, vous avez vraiment un effet hyper positif du laser sur les chirurgies post-opératoires de hernie discale, depuis en fait la moelle épinière jusqu'à la peau, parce que vous allez aussi améliorer la cicatrisation. Et vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, sur des cas plutôt médicaux, pour diverses raisons, les gens ne voudraient pas opérer. Il faut vraiment proposer le laser, en plus, par exemple, de techniques justement de rééducation. Les chirurgiens disent pas avant 15 jours post-op, pourquoi? Écoute, Seb, je ne sais pas. Il faudrait demander du coup au chirurgien ce qu'il en pense, parce que donc il n'y a pas de problème du laser, que ce soit sur les matériaux chirurgicaux, il n'y a pas de problème sur la plaie, il y a un effet anti-inflammatoire, anti-œdème, donc je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un chirurgien qui me mettait cet argument, qui mettait en avant cet argument, donc voilà, il faudrait peut-être lui poser la question. Et donc, il y a Claire qui nous demande si on applique le laser sur une tumeur après faux diagnostic, est-ce qu'on augmente la prolifération de la tumeur après un faux diagnostic? Oui, Claire, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien faire un diagnostic complet et précis avant d'utiliser le laser, surtout en cas de suspicion de masse. Et qu'on n'est pas certain de la nature de la masse. Il faut d'abord effectivement s'en assurer avant d'utiliser le laser. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Voilà. Je continue et n'oubliez pas que je vous réserve encore un petit peu du temps de questions pour après. Donc pour utiliser la pièce à main, vous pouvez ou faire, entre guillemets, ce qu'on appelle, je vais essayer de me diriger vers la caméra, voilà, du point to point. Donc voilà, passer votre sonde comme ça, ou alors en balayage. Et vous pouvez mettre en contact ou non des tissus. Lorsqu'évidemment vous êtes sur une proéminence osseuse, il ne faut pas appuyer, sinon ça va faire mal. Sur les plaies, on n'appuie pas non plus, sinon ça fait mal. Mais on peut, par exemple pour les contractures justement musculaires, on peut masser avec la tête massante, justement on peut masser en passant son laser. De un, ça va soulager les fibres musculaires. Et ensuite, on va justement, en écrasant un petit peu les tissus, et en écrasant les poils, on va essayer de se rapprocher de la peau et donc d'apporter plus de joules sur le tissu, le tissu choisi. Donc voilà, comme je vous ai marqué, la pièce à main peut être perpendiculaire, vous voyez comme ici on voit au tissu cible. Il faut traiter une partie du tissu adjacent qui est normal et sain, parce que ça va lui permettre justement d'amener des vaisseaux sanguins et de partir de ce tissu sain pour amener tout ce dont on a besoin, comme les facteurs de croissance, etc., et les cellules sur les zones pathologiques. Il faut vraiment pas, c'est pas un problème de recevoir du laser sur de tissus sains, parce que, je veux dire, au mieux, il réoxygène nos cellules et on reproduit de l'ATP, donc on n'a vraiment pas de problème et de risque à exposer du tissu sain à la lumière laser. Et si vous craignez, il y a une petite chaleur qui est dégagée par le... on va en revenir à cette histoire de tonte, parce qu'effectivement, les poils ont un impact. Donc, si vous craignez de trop chauffer les tissus avec cette petite sensation de chaleur, par sécurité, vous pouvez utiliser votre autre main pour sentir si ce n'est pas, ou votre doigt, pour sentir si ce n'est pas trop chaud. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé si on fait bien attention justement à certains petits conseils qu'on va aborder, comme le fait de bien sécher l'animal, par exemple, s'il a été mouillé, des choses comme ça. Alors, en termes de dosage, il faut bien savoir qu'il n'y a vraiment pas deux patients identiques. Mais il y a deux principes importants. Tout d'abord, si la dose est inadéquate, vous n'aurez pas d'effet. Et ensuite, il y a une grande marge de sécurité. Vous avez des protocoles qui sont préenregistrés dans les lasers, il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Voilà, donc pour les tissus superficiels, vraiment, on parle de 1 à 4 joules par centimètre carré. Dans les tissus plus profonds, on va aller jusqu'à 8 à 20 joules par centimètre carré parce qu'on va avoir une déperdition des joules, justement, en traversant les épaisseurs de la peau. Donc, pour arriver, en fait, au bout du compte, au fameux 5 à 10 joules par centimètre carré pour obtenir les effets cellulaires, mais dans des tissus plus profonds. Hop.
Alors, les fréquences d'administration, j'essaierai de répondre à toutes vos petites questions après, je promets. La fréquence d'administration, évidemment, ça va différer selon la maladie, puis l'observance du client et la réponse du patient. Les affections aiguës, on va les traiter quotidiennement ou tous les 2 jours, puis à des intervalles décroissants jusqu'à la résolution de l'affection. Et tout ce qui est plus chronique, c'est plus compliqué à traiter que les affections post-opératoires ou aiguës. Donc, vous avez 3 phases, l'induction, la transition et la maintenance. Donc, dans l'induction, vous avez une série de traitements qui sont administrés plusieurs jours de suite ou tous les 2 jours jusqu'à ce qu'on ait une réponse significative. Là, on va passer en phase de transition. On va faire une série de traitements à fréquence progressivement réduite. Comme ça, on va voir à quelle fréquence on maintient la réponse clinique. Et puis la phase de maintenance avec une série de traitements à long terme administrés aussi souvent que nécessaire pour maintenir la réponse. Sauf que l'effet du laser est cumulatif. Donc normalement, on a une amélioration à chaque fois de l'état clinique ou une augmentation de la durée de la réponse. Et honnêtement, si vous n'avez pas de réponse après 3 ou 4 séances, c'est qu'il y a quelque chose, enfin on est passé à côté de quelque chose. Alors, donc, il faut aussi bien contrôler l'évolution de vos patients en tenant compte, en mettant dans un petit dossier les doses administrées, le nombre total de joules, la méthode d'application, les puissances, les fréquences, la réponse au traitement et pas hésiter à utiliser tout ce qui est scoring de douleur et de vérifier l'évolution que ce soit l'aide de photos, vidéos, de radio, d'écho ou éventuellement d'images infrarouges. Maintenant, ils font même des smartphones avec des caméras infrarouges. Vous voyez ici, on a justement, je vous ai remis un petit effet où on voit... donc, c'est un Scottish Terrier qui est présenté pour une douleur bilatérale le long de la colonne. Et donc, on a l'image B, celle du milieu, c'est une image infrarouge prise 24 heures après la première thérapie laser. Et l'image C, on est à 72 heures après la première thérapie laser. Donc, vous voyez qu'on a quand même une vraie diminution de l'état inflammatoire. Et donc, la caméra infrarouge est un outil... plutôt facile pour contrôler, mais je sais que tout ça a un coût, mais voilà. Alors justement, les conseils qu'on peut donner, donc il faut que les poils, si possible, soient propres. Si nécessaire et si possible, il faut les couper parce qu'en fait, on a bien 50 à 90% de l'énergie des joules qui peuvent être absorbées par les poils. Si les propriétaires ne veulent vraiment pas, on peut aussi faire un rebrousse-poil. Genre pour tout ce qui est labrador, etc. C'est vrai que le husky, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont ce sous-poil assez dense et épais. Et donc voilà, ça c'est une technique que vous pouvez faire à rebrousse-poil. Ça marche aussi pas mal. La couleur du poil et de la peau, c'est évidemment un paramètre important parce que la mélanine absorbe la lumière de petites longueurs d'onde. Normalement, dans les lasers, on vous demande de sélectionner la couleur du poil, s'il est foncé ou clair. Si vous êtes par exemple sur un animal avec les 2 couleurs, enfin avec 2 couleurs au poil foncé, clair, on ne sait pas trop, choisissez plutôt toujours foncé. Donc évidemment, on ne fait pas ça à travers les pansements, les bandages. Il faut couvrir, donc je vous dis, une large zone et ne pas hésiter à contrôler avec l'autre main. Il faut positionner le patient de manière confortable et aussi pour vous. Il y a des équipements de protection, donc les lunettes. Évidemment, les chiens, on ne leur met pas toujours les lunettes, vous pouvez leur mettre une serviette sur les yeux pour cacher. Et personnellement, quand je traite des bas du dos ou des hanches, je demande au propriétaire de se mettre devant son chien et que lui tienne la tête de son chien. Comme ça, le chien ne peut pas tourner la tête pour regarder ce que je fais et donc je n'ai pas de risque avec ma sonde laser. Donc les 2 techniques. La serviette suffit vraiment. Maintenant, évidemment, je ne vais pas non plus mettre une serviette sur les yeux de mon patient et puis lui mettre quand même la lumière laser à travers. Mais ça permet de protéger surtout des éventuelles réflexions auxquelles on n'aurait pas pensé. Attention au miroir, attention aux tables en inox qui reflètent la lumière, qui la réfléchissent. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Après, du coup, quand vous traitez vraiment des zones près de l'œil, par exemple, je ne sais pas moi, une plaie sur la gencive, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé déjà de retourner la gencive pour traiter. Vous pouvez traiter de ce côté-ci ou de côté externe, même si la plaie est interne. Bien à ce moment-là, effectivement, je vais mettre une serviette et puis vous allez voir comme ça fait pas mal. L'animal finit par en fait se laisser faire parce que vous n'êtes même pas obligé d'entrer au contact de la peau si ça le dérange. Au fur et à mesure des séances, ils finissent par comprendre, c'est pas trop un problème. Si évidemment vous avez la lumière laser une demi-seconde dans les yeux, faut pas
entre guillemets, s'imaginer que vous allez être aveugle 2 jours après. Maintenant, il faut quand même toujours protéger, c'est important, ce sont quand même des lasers d'une certaine puissance. Il faut être vigilant, attentif. Mais maintenant, voilà, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, quoi. La serviette, effectivement, est une façon de protéger un petit peu l'œil. Il y a des lunettes, effectivement, qui sont aussi disponibles. Vous pouvez, au pire, si le chien a vraiment un petit visage par rapport aux lunettes, mettre la serviette et, si vous préférez, encore les lunettes par-dessus. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 techniques. Donc, soit la sonde, par contre, doit toujours rester perpendiculaire à la zone. Et alors, donc, comme je l'ai dit, ou avec contact ou sans contact. Ça, c'est selon l'endroit. S'il y a une plaie, ben, on n'ira pas en contact. Si par exemple c'est une douleur musculaire, on peut masser vraiment la zone. Donc ici, ce sont donc les contre-indications. Donc effectivement, on ne traite pas un œil avec le laser. Attention à tous les phénomènes malins. Attention évidemment lors de la grossesse. Parfois, lors d'injections locales de médicaments, ben, on ne va pas aller mettre la lumière laser après parce qu'on pourrait fausser l'action du médicament ou ne pas le laisser justement avoir l'action choisie. Attention aussi aux plaques de croissance. Hein, on ne va pas aller mettre la lumière laser sur les plaques de croissance. Pas sur des hémorragies, on sait que le laser crée une vasodilatation. Pas sur les testicules, on sait qu'elles n'aiment pas la chaleur. Pas sur les glandes thyroïdes. On sait qu'il y a une prolifération cellulaire. Et donc, pourquoi par lors de gestation? Ben, surtout, en fait, dans les 2 premiers tiers de la gestation, dans lesquels l'organogenèse se met en place, étant donné que le laser a une tendance à stimuler la prolifération cellulaire, c'est pour éviter d'avoir des éventuelles malformations. Il n'y a pas d'études, évidemment, qui ont été faites là-dessus. Je pense que c'est plus un principe de précaution qui est déduit du mode de fonctionnement du laser. Donc, il n'y a pas d'études disant, oui, le laser, si vous le mettez sur une chienne gestante, par exemple, dans les X premiers jours, vous allez avoir création ou l'obtention de bébés monstres. Mais en tout cas, ça, c'est déduit, évidemment, de son mode de fonctionnement. On va éviter, du coup, de le placer sur une chienne gestante. On peut le mettre sur les tatouages, on peut le mettre sur les peaux hyperpigmentées. Il n'y a pas de problème avec tout ce qui est implant orthopédique. Il n'y a pas de problème non plus avec les infections microbiennes, que du contraire. Il y aurait même des effets du laser sur certaines bactéries, et ça, on pourra le découvrir lors de la webconférence 2. Et il y a certains médicaments qui créent des photosensibilisations, comme la cépromazine, le calmivette, et les tétracyclines. Donc là, on évite de les utiliser de manière concomitante. Donc, bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Enfin, je vais essayer de finir vite pour qu'on ait un moment de questions. Donc, pour tout ce qui est broches, vis, plaques, matériel chirurgical en métal, c'est souvent des alliages et il n'y a pas de problème. Par contre, la lumière est réfléchie en fait par ces implants et on peut avoir un risque de surchauffe des tissus aux alentours, surtout sur les petits chiens et donc ou les animaux qui ont la peau fine ou quand l'implant est plutôt superficiel. Donc, c'est pas l'implant qui va chauffer, c'est que lui va réfléchir la lumière et pourrait du coup chauffer les tissus aux alentours. Donc, à ce moment-là, si vous traitez et qu'il y a un implant dans le membre, par exemple, vous tournez bien autour du membre, vous ne restez pas sur l'implant, vous traitez tout autour, vous passez 1 ou 2 fois au niveau de l'implant, mais voilà, vous ne vous focalisez pas uniquement sur cette zone-là pour ce problème de réflexion de la lumière et de chaleur créée, mais en soi, ce n'est pas l'implant qui chauffe, c'est lui qui réfléchit la lumière. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je réponds à Christine après. Voilà, alors, comment l'intégrer? Ça, c'est vraiment des pistes de réflexion parce que, bon, ben, moi, à nouveau, moi, je suis comme vous, que vétérinaire, entre guillemets, et dans mon équipe, il y a moi, mes associés, et ils sont tous physiothérapeutes, donc ils sont déjà assez, ils connaissent déjà bien le laser. Donc, je pense que c'est vraiment important d'informer la totalité de l'équipe, de bien expliquer à tout le monde qu'il y a des bases et des preuves médicales à l'utilisation du laser. Et je pense que peut-être commencer par des incisions chirurgicales, même en salle de chirurgie, c'est facile. Les propriétaires ne sont pas là, l'animal est généralement en phase de réveil, donc on peut facilement passer le laser et puis introduire ça quotidiennement dans votre pratique avec la gestion de la douleur, la réduction de l'inflammation, un bon marketing, une bonne communication évidemment aux gens et le bon prix. Alors, c'est toujours difficile de vous parler de prix parce que moi, je suis en Belgique et qu'on n'a vraiment pas du tout les mêmes prix, même France-Belgique et encore moins dans les différentes régions de France.
Donc, ça, je vous invite vraiment peut-être à vous rapprocher de votre délégué de la région mano-médicale qui pourrait peut-être vous donner des infos sur les prix qui se font en général dans votre région. Et donc, la dernière dia, bref, ce sont toutes mes sources. Et ça va me permettre de passer 10 minutes avec vous pour essayer de répondre à vos questions. Donc, j'ai Christine qui dit « Mon laser n'a que 2 longueurs d'onde, son intérêt est donc limité. » Pas du tout, parce qu'il va déjà permettre de traiter correctement tous les phénomènes de peau. Et puis, on va arriver quand même jusqu'au tendon, muscle, articulation. Peut-être qu'il faudra... comment dire, il n'y a pas de, en fait, c'est les longueurs d'onde ici jusqu'à, oui, vous avez donc, je ne sais pas quelle longueur d'onde vous avez, mais en tout cas, les dernières, celles qui vont aux alentours des 1000 nanomètres, elles ont vraiment un effet plus sur le tissu nerveux. Donc là, on va avoir un intérêt sur tout ce qui est hernie, etc. Mais donc, du coup, avec un 2 longueurs d'onde, vous pouvez déjà faire tout ce qui est problème de peau, de tendons et musculaire. Les critères, alors, est-ce que faire un laser en post-op a un réel intérêt ou est-ce que c'est juste pour s'exercer? Ça, c'est Alain qui demande. Il y a un vrai intérêt de 1 pour limiter l'inflammation post-op, améliorer la cicatrisation de la plaie. Et il y a une étude, je vais vous en parler en 2 mots, mais on l'abordera dans la partie 2. C'est une étude où ils ont fait donc 2 groupes, un groupe sans laser et un groupe avec une séance laser avant la chirurgie. Pourquoi avant? Parce que leur hypothèse, c'était qu'en diminuant l'inflammation post-opératoire normale parce qu'on manipule les tissus, en diminuant cette inflammation-là, on allait permettre aux animaux de mieux récupérer après. Et effectivement, il y a une différence significative entre les 2 groupes. Donc, ils ont mesuré sur un plateau de force, la force de poids, entre guillemets, que l'animal savait remettre sur la patte. Et donc, il y a eu une vraie différence significative. C'est une étude qu'on abordera sur la webconférence numéro 2. Alors, Diana nous demande quels critères pour choisir son appareil. Effectivement, on peut partir sur le nombre de longueurs d'onde. Si vous en avez besoin des 2 ou peut-être de 3, ça dépend un petit peu de votre patientèle. Après, je pense qu'il faut, comme toute machine, un bon service après-vente, un bon SAP. Ça, c'est aussi important. Il faut que vous vous sentiez à l'aise, que peut-être l'écran vous semble intuitif, que vous puissiez le manipuler facilement. Voilà. Et après, évidemment, j'imagine que le prix fait partie des bons critères aussi pour choisir son laser. Alors, attendez, j'ai raté la question. J'ai Seb qui me demande, peut-on efficacement traiter les hanches d'un chien lourd, 40-60 kg, avec la puissance du laser de Mano Médical? Écoutez, moi, je fais je fais que de la physio, donc j'ai beaucoup de problèmes de hanches, etc. Et je pense que le premier gros chien que j'ai traité, c'était un canet corso qui se levait plus. Parce qu'il avait trop mal, justement. Il avait déjà des anti-inflammatoires et il avait déjà des morphiniques à la maison. Et donc, la dame a dit, est-ce qu'on peut essayer? On a essayé. Et le lendemain, le chien était debout. Il s'est même assis. Sauf que le assis debout, c'est un exercice qui demande au chien beaucoup de force sur ses hanches. Donc, les chiens qui ont mal aux hanches font généralement peu de assis debout. Ils vont choisir couché ou debout, mais généralement pas la position intermédiaire. Donc, en tout cas, moi, j'ai des bons effets cliniques. Après, c'est vrai que c'est une articulation qui est difficile à atteindre avec la lumière, parce qu'il faut essayer tant que possible de tourner autour. Donc, c'est parfois peut-être une question de technique, d'application de la lumière. Mais honnêtement, moi, j'ai celui de Mano Médical et j'en suis ravie. Et on traite au centre la totalité des patients avec celui-là. Alors, les lasers froids, ce que j'en pense... Honnêtement, effectivement, ici, on a un dégagement de chaleur qui est vraiment léger et qui, en ce qui me concerne, est vraiment utile parce qu'à nouveau, en termes de rééducation, j'ai besoin d'une décontraction musculaire. Donc, cette chaleur m'est vraiment utile et elle est vraiment légère, quoi. Voilà, je vous l'avoue, pour utiliser souvent le laser sur moi-même, c'est vraiment une chaleur légère qui permet juste de décontracter le muscle. Donc, je ne sais pas si... je comprends qu'on puisse faire un laser froid, mais je ne sais pas si la justification de dire oui, mais les lasers chauds dégagent trop de chaleur, ça, c'est pas vrai. Puis cette chaleur, moi, je trouve qu'elle est plutôt bénéfique. Elle met d'ailleurs plutôt les animaux pas mal. Et du coup, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Comment déterminer le plus précisément le nombre de points appliqués sur une articulation? Moi, j'essaye de faire le tour de l'articulation à 360 degrés. Ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça que je fais au maximum. Et du coup, je standardise. Généralement, j'essaie de commencer en proximal et puis je vais en latéral et derrière. Et puis, enfin bref, donc essayez d'avoir une technique bien à vous.
Et le laser est-il utilisable en acupuncture? Oui. Alors moi, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler beaucoup mon acupuncture, mais oui. Et on verra dans la webconférence 4 que sur les chevaux, par exemple, une des techniques pour les détendre un petit peu avant d'utiliser le laser, c'est de venir justement chercher certains points d'acupuncture avec la chaleur laser. Et j'ai des connaissances, des praticiens qui, eux, font l'acupuncture et qui utilisent le laser aussi en acupuncture. Donc, c'est tout à fait utilisable, mais là-dessus, c'est vrai que je manque probablement de connaissances en acupuncture pour vraiment répondre aux avantages, inconvénients, les limites et les possibilités. Là, c'est moi qui manque de connaissances. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors du coup, sur ma page, tant qu'on y est, sur ma page ici de Biblio, je vous ai remis la couverture d'un livre sur lequel, qui m'a appris beaucoup et que vous pouvez donc évidemment vous procurer. Et donc ça, c'est vraiment une bonne référence. En plus, on parle, voilà, vous voyez aussi de pas mal d'animaux plutôt exotiques, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'infos. Et entre autres, là-dedans, on parle de l'utilisation du laser en acupuncture chez les chevaux. Donc, il y a vraiment pas mal d'infos. Alors, finalement, est-ce mieux, donc Laurent nous demande finalement, est-ce mieux pulser ou superpulser ou continu globalement? Et bien, en fait, on n'a pas la réponse à la question parce que les études prouvent que les tissus réagissent différemment, effectivement, si c'est pulsé, continu ou superpulsé. Mais par exemple, un tissu sain, et si vous prenez le même tissu que vous lui créez un processus inflammatoire, il ne va plus répondre de la même façon à la lumière continue, pulsée ou superpulsée. Donc là, actuellement, il y a des études qui sont nécessaires pour essayer de déterminer, tiens, tel tissu réagit mieux au mode continu, au mode pulsé, superpulsé. Donc moi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est que je fais tous les modes lors d'une séance. J'ai un mode, une étape continue, une étape basse fréquence, une étape moyenne fréquence, haute fréquence. Mais ça, généralement, dans les programmes qui sont faits dans les lasers que vous trouvez sur le commerce, c'est déjà préenregistré, donc il suffit de suivre le programme. Alors, Nathalie nous dit, je suis la seule de la clinique à pouvoir visionner la webconférence en direct. Y aura-t-il un replay? Comment le trouver? Donc, il y aura effectivement un replay. Il y aura effectivement un replay. Et puis, je pense que pendant l'année, on continuera avec les autres sessions sur cette conférence laser. Il y a un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Et probablement qu'on refera des sessions complètes au courant de l'année. Donc, restez, entre guillemets, bien connecté avec nous, on en refera. Et alors, une idée de protocole pour un chien qui a par exemple une arthrose du genou. Donc, si vous êtes en phase de douleur, on va dire aiguë, la première semaine, vous pouvez le voir 3 fois. Et puis 2 fois la semaine 2. Donc là, on serait déjà à 5. Encore 2 fois la semaine d'après. Et puis une fois la dernière séance. Donc, en gros, 7 séances sous un schéma 3, 2, 2, 1. Et puis ensuite, ce sera un petit peu quand l'animal sera de nouveau pas bien, on recommence, d'accord? Donc voilà, par exemple, pour de l'arthrose, ou trouver des protocoles types pour ceux qui n'en ont pas d'enregistré dans leur machine. Donc ça, c'est Valérie qui demande. Moi, j'avoue que je n'ai pas spécialement de fiche protocole type. Il faudrait peut-être se rapprocher quand même de votre fournisseur. Alors, parce que du coup, voilà, mais sinon, je vais continuer à donner des exemples de protocoles au fur et à mesure des webconférences, donc n'hésitez pas à me suivre. Seb qui demande si on retrouve la même efficacité chez le chien que chez le chat, que chez le chien, ou est-ce qu'il y a des différences cliniques? Il n'y a pas de différence. La différence entre eux deux, c'est plus la façon dont ils expriment leur douleur et qu'ils s'expriment. Donc effectivement, on va voir, ça va plus être là-dedans qu'il faut rester avec le chat, je pense, plus fin dans l'appréciation de la douleur, que c'est plus difficile avec eux parfois de savoir, mais par exemple, tout ce qui est plaie, ça fonctionne super bien. Il n'y a vraiment pas de différence abordée par la littérature. Et je ne sais pas si j'ai fait le tour. Même question que Christine, essaie de remonter. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Si je n'ai pas répondu à votre question, il me reste 1 minute. C'est peut-être la last one, la dernière. Si on a encore une qui s'affiche, je prends celle-là. Voilà. La séance de laser est-elle bien supportée par le chat?
Donc ça, c'est Nathalie qui nous demande. Donc moi, j'ai pas de problème à traiter les chats. On sait qu'ils sont parfois peut-être plus difficilement manipulables, mais moi, les premières séances, alors je ne me pose pas la sonde contre eux et j'essaye de ne pas trop les contraindre. Généralement, ils supportent bien. Il n'y a pas besoin de sédation. Après, sur des chats vraiment, vraiment dont le caractère est difficile, on peut peut-être à ce moment-là justement aller chercher des points d'acupuncture pour d'abord les tranquilliser avant de traiter la zone nécessaire. Mais honnêtement, voilà, le laser, il n'y a pas de nécessité de sédation, c'est pas du tout un processus invasif, donc il n'y a pas de raison que le chat supporte moins bien, si ce n'est peut-être une question de caractère, mais en tout cas, physiologiquement, il n'y a pas de différence. Et alors, peut-être juste une dernière question, on parle des gingivites du chat. Alors, tout ce qui est gingivite, on en parlera la fois prochaine. Le problème, évidemment, c'est toujours de voir s'il n'y a pas une cause sous-jacente à ces gingivites. Si vous avez des problèmes d'immunomodulation au sein de la bouche, ben, le laser va aider à canaliser les lésions, mais en général, on ne viendra pas à bout du problème immunitaire ou viral derrière. Si c'est une gingivite assez classique, donc juste voilà, accumulation de tartre sans problème derrière, ben, on peut tout à fait faire une séance laser lorsqu'on retire justement le tartre et un peu en suivi pour diminuer, pour rassainir les gencives, ça c'est possible. Mais du coup, voilà, il est 14 heures. Je tenais à tous vous remercier pour les échanges qu'on avait eu aujourd'hui. Il y aura donc d'autres webconférences, donc numéro 2, numéro 3 et numéro 4, et puis on en fera d'autres pendant l'année. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Alors, juste pour France, oui, on peut aussi faire le laser à travers la joue pour la gingivite. Ça évite de devoir endormir ou d'aller mettre la machine, évidemment, sous les lèvres, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous suivre. Un tout grand merci à tous. Et si vous avez vraiment des questions, vous avez toujours votre délégué mano-médical qui pourrait éventuellement vous répondre. Et voilà, il y aura d'autres webconférences. On aura donc l'occasion de s'y retrouver. Donc, il y a un replay qui est, que vous pourrez avoir donc de la totalité de la conférence. Voilà, écoutez, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.